Bonjour et bienvenue à vous, Alexander Makogonov. Je voudrais vous montrer une photo pour commencer. Elle a fait la une du New York Times hier. On voit des populations civiles terrorisées près de Kiev et au-dessus d'eux un pont qui a été bombardé par les forces russes. Qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous, cette photo ? Vous savez, en ce moment, on nous montre beaucoup de photos et on voit beaucoup de photos avec les décombres, avec les ruines, les maisons en ruines, les ponts bombardés. Mais d'abord, il faut se demander par qui ces ponts étaient bombardés. Peut-être c'était bombardé par les Ukrainiens en retraite, tout simplement, qui... en ce moment, la Russie bombarde Kiev quand même, bombarde plusieurs villes d'Ukraine. Bombarder, je dirais que c'est un gros mot quand même. Là, si on mène une opération là autour de Kiev, il s'agit d'une opération très ciblée qui est effectuée, qui est menée avec des armes de précision. On ne peut pas vraiment bombarder tout, à tout va. Alors pourquoi on voit, monsieur, des bombardements aveugles, qu'on voit des civils tués? Mariupol est sous blocus, dit son maire. Les habitants sont prisonniers. Ils n'ont plus ni eau, ni chauffage, ni électricité. Ça, c'est Médecins sans frontières qui dit. C'est pas les Ukrainiens. Ils sont pris sous le feu. C'est quoi ça? On ne vit pas la même guerre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces images, tout ça là? Oui, c'est bien de mentionner Mariupol, cette ville en blocus. Et vous savez pourquoi elle est en blocus? Parce qu'il est bloqué par les bataillons nationalistes ukrainiens et par les forces armées ukrainiennes, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas laisser évacuer les gens, car ils utilisent ces gens, cette population civile, en tant que bouclier humain. Vous accusez les Ukrainiens d'utiliser leur propre population Exactement, comme bouclier humain. leur propre population. C'est inimaginable tout ça. C'est une pratique qui est comparable avec des pratiques des terroristes en Syrie. Mais là, il s'agit de leur propre population. Et en même temps, votre président, Vladimir Poutine, il a un discours très guerrier. Voilà ce qu'il a dit à Emmanuel Macron hier au téléphone. Il atteindra ses objectifs soit par la négociation, soit par la guerre. C'est quoi ces objectifs? Est-ce que c'est la négation de l'Ukraine? Vous savez, ces objectifs étaient très ouvertement annoncés avant le début de cette opération. Elles sont claires et nettes. C'est la démilitarisation de l'Ukraine, c'est la dénazification de l'Ukraine. La dénazification. Pourquoi vous parlez à chaque fois de dénazification? Parce que, vous savez, l'Ukraine, aujourd'hui, c'est un pays où le gouvernement se trouve sous une influence des structures, des groupuscules, des organisations néo-nazis. Même au sein du gouvernement... Le président Zelensky, c'est un néo-nazi? Non, je ne parle pas du président de Zelensky, non, mais je vous répète, alors, au sein du gouvernement, au sein du Parlement ukrainien, même au sein de l'armée, les néo-nazis, ils sont partout. Ils sont partout. Vous avez parlé de dénazification, Vladimir Poutine a aussi parlé de génocide. Est-ce qu'il y a un génocide en Ukraine? Vous savez, ce n'est pas le génocide en toute l'Ukraine, mais on parle du génocide à l'est de l'Ukraine. Un génocide. La région de Donbass. Vous connaissez la définition du mot génocide? Vous savez... Destruction méthodique d'un groupe humain, l'extermination des Juifs par les nazis est un génocide. Monsieur, votre pays a combattu les nazis et vous avez aidé à sortir de là. Vous connaissez le sens de mots. Est-ce que utiliser le mot génocide, le mot nazi, n'est pas une insulte à la mémoire de ceux que vous avez défendus? Je vous explique. Alors, depuis 2014, les autorités ukrainiennes eux-mêmes, ils mènent cette politique de génocide à l'égard de la population civile dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Il n'y a pas de génocide. Il y a une guerre qui a fait 14 000 morts, mais il n'y a pas personne ne dit qu'il y a un génocide. Ils le font d'une manière très ciblée, très délibérée, intentionnée. Ils classifient les gens qui habitent dans le Donbass, les espèces, la sous-race, les êtres, comme vous voulez. C'est les officiels au plus haut niveau qui appellent ces gens comme ça. D'où cette politique. Ils veulent tout simplement nettoyer tout ce territoire des éléments russophones ou des éléments qui aiment la Russie. Tout simplement pour... Mais il y a beaucoup d'Ukrainiens qui aiment la Russie. On parle russe en Ukraine. J'ai une question précise. Est-ce que vous allez bombarder Odessa, par exemple? Que là, on n'est plus dans le Donbass. Est-ce que vous allez bombarder Odessa? On ne bombarde, on ne cible que les sites militaires qui appartiennent à l'infrastructure militaire. Est-ce que vous allez bombarder des sites militaires à Odessa? Écoutez, mais ça va dépendre. Ça va dépendre. Je ne peux rien vous dire. Je ne fais pas partie du commandement militaire, en tout cas. Et alors pourquoi on voit des reporters du monde entier qui voient des bombardements partout, sur la route, sur des immeubles. On voit que des civils sont ciblés, monsieur. Vous le voyez, vous aussi, ça. Exactement. Mais là, demandez d'abord qui bombarde ces civils, qui bombarde les ponts, qui fait sauter les bâtiments. C'est les bataillons nazis ukrainiens qui le font, tout simplement pour créer cette image, pour que cette image soit diffusée dans le monde entier, pour discréditer les actions de l'armée russe. Donc les Ukrainiens, si je suis logique, sont en train de saboter leur pays, de massacrer leur population pour accuser Vladimir Poutine. C'est leur tactique. Qui lui dit dans le même temps qu'il ira au bout de ses objectifs, y compris par la guerre. Oui,
Mais pour venir au bout de ces objectifs, ce n'est pas obligatoire de bombarder les civils, de bombarder les objets de l'infrastructure civile, de tuer les enfants et les femmes, les vieux, etc. Aujourd'hui, il y a une procédure qui s'ouvre devant la Cour pénale internationale. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, accuse votre pays, la Russie, de crimes de guerre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Les crimes de guerre, il faut d'abord parler des crimes de guerre commis par le régime ukrainien. Et là, il y a beaucoup d'exemples de ces crimes de guerre. Vous savez, les hécatombes qu'on découvre, il y en a, je sais pas, on les découvre par... il y en a plus d'une vingtaine peut-être. Les hécatombes, les charniers qu'on découvre dans les régions de Donbass avec les cadavres, vous savez, ça, il faut en parler. Et ça se passe depuis 2014. Est-ce qu'on peut parler de tout ? On peut parler de tout. Alors pourquoi en Russie aujourd'hui, quand on ne donne pas la bonne information, on risque 15 ans de prison ? Pourquoi il y a eu 4500 personnes, manifestants, qui ont été arrêtés pour la seule journée d'hier dans le pays ? Des Russes qui disent non, la guerre, c'est pas pour nous. Vous savez, les gens, ils ont des avis différents. Mais vous savez, en Ukraine, par exemple, si tu soutiens la Russie, tu peux être fusillé sur place. Non, mais là, je vous parle pas. Je vous parle de ce qui se passe en Russie. En France, il y a eu des manifestations. On peut ne pas être d'accord, que ce soit politique, que ce soit pour ou contre la guerre, peu importe. On n'est pas mis en prison. Pourquoi vous mettez les opposants en prison ? Mais on n'a jamais on a mis encore personne en prison. Vous savez, il y a une certaine procédure. Alors pourquoi vous les arrêtez ? Pourquoi vous les arrêtez ? 4500 arrestations. Mais écoutez. On les arrête parce que là, ils sont des troubles pour l'ordre public, tout d'abord. Ouais. Et là, après, pourquoi ils se manifestent et ce qu'ils racontent, c'est pas du tout vrai. On se bat pour la vérité, pour restaurer la vérité. Et là, maintenant, on vit c'est pas la guerre où on vit, c'est la guerre des informations, des infos et des infox. Là, on veut tout simplement distinguer les infos et les infox. Donc il y a une vérité officielle, en fait, en Russie. Pourquoi la vérité ? Non, il n'y a qu'une seule vérité. Ouais. Les Américains, on le voyait dans le journal, travaillent à un accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de guerre à l'Ukraine. Est-ce que si la Pologne fournit des avions à l'Ukraine, vous considérez que la Pologne devient un belligérant ? Mais vous savez, c'est une question très délicate et on espère question importante. C'est très important, oui. On espère que la Pologne ne va pas le faire. Parce que sinon ? Sinon, ça va dépendre de la situation, mais ça provoque déjà, ça représente déjà un certain casus belli, si vous voulez. Est-ce que vous considérez, pour être encore plus précis... Parce que le ciel ukrainien est contrôlé par l'aviation russe. Est-ce que vous considérez que si la Pologne envoie des avions à l'Ukraine, la Pologne entrera en guerre contre la Russie ? Je ne peux pas vous le dire, parce que je ne fais pas partie du commandement militaire, je le répète, mais vous savez, c'est une manœuvre assez dangereuse. Vous avez peur d'une troisième guerre mondiale ? Tout le monde a peur de la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Vous savez, comme a dit Einstein, je ne sais pas par quel moyen la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais la quatrième sera menée avec des bâtons et des pierres. Qu'est-ce que vous allez faire du président Zelensky ? Vous voulez l'abattre ? Vous voulez qu'il quitte le pays ? Quel est le projet ? On n'a pas de projet particulier pour le président Zelensky. Son sort, son destin est dans ses mains. S'il veut garder la face devant l'histoire et devant son peuple, vaut mieux qu'il leur donne au plus vite de rendre les armes à son armée et à commencer les négociations conformément aux exigences russes. Est-ce que le commando Wagner, qui là pour le coup est dirigé par un vrai néo-nazi, a pour objectif d'aller l'abattre à Kiev aujourd'hui ? Ce sont des mercenaires, la solde du pouvoir. Vous savez, lorsqu'on parle des mercenaires, il faut plutôt parler des mercenaires occidentaux. Là, ils sont très sollicités. Mais là, moi, je vous pose une question sur ce commando Wagner. Pour commando Wagner, je ne peux rien vous dire. Ouais. Mais là, je peux vous dire beaucoup de choses sur les mercenaires occidentaux qui commencent déjà à se réunir, qui commencent déjà à arriver en Ukraine et qui sont sollicités par les ambassades ukrainiennes un petit peu partout, même au Sénégal. On a entendu parler de l'ambassade de l'Ukraine qui invitait les mercenaires locaux, les volontaires soi-disant, à venir en Ukraine et se battre contre les Russes. Certains disent, monsieur, que votre président Vladimir Poutine est devenu fou. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais ces gens sont fous peut-être. Ouais. C'est pas lui. Pourquoi il est devenu fou ? Le président qui protège son propre pays, qui veut assurer la sécurité pour son propre pays, pourquoi il est fou ? Vous pensez qu'il peut avoir raison contre le reste du monde ? Le reste du monde se trompe ? Oui, vous savez, le reste du monde, c'est une image un peu déformée en fait. Il faut tout simplement comprendre les causes, les raisons, les motivations de la politique russe, en Ukraine notamment. Au fond de vous, et c'est ma dernière question, je veux que vous me répondiez très sincèrement, est-ce que vous soutenez cette guerre, monsieur le porte-parole ? Au fond de vous ? Vous savez, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Et si cette opération militaire est destinée à assurer la sécurité de mon propre pays, et non seulement de mon pays, mais de l'Ukraine aussi, et de tout le continent européen, mais bien sûr, je soutiens cette opération. Mais c'est une guerre. C'est pas une guerre. Les mots ont un sens, c'est une guerre. C'est pas une guerre. Pourquoi ? C'est pas une guerre, parce que quand on parle de la guerre, ça a un sens un peu plus général, plus global, mais on cible pas les civils. Vous savez, on cible uniquement les éléments néo-nazis
et les éléments de l'armée ukrainienne qui continuent leur Il y a résistance. manifestement des enfants que vous considérez comme des néo-nazis en Ukraine. Merci, monsieur, d'être venu au Télématin. Merci.